Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire un bilan de mon Raspberry Pi 2. Alors oui, on m'a demandé en commentaire si c'était possible en de faire un bilan, voilà, enfin un bilan, une petite vidéo, voilà, pour parler un peu de ce que je pensais du Raspberry Pi. Ça fait donc maintenant un peu plus d'un mois, oui ça doit faire même presque 2 mois que j'ai acheté donc un Raspberry Pi 2. Et donc je vais vous faire un petit bilan de qu'est-ce que je pense du Raspberry Pi. Donc ici le Raspberry Pi 2, hein, sachez qu'il y a quand même le Raspberry Pi 3 qui est sorti depuis. J'en parlerai peut-être un peu à la fin de cette vidéo. Donc je vais vous dire ce que je pense du Raspberry Pi 2, est-ce que c'est une bonne carte et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire avec et qu'est-ce qui est peut-être plus compliqué de faire avec, enfin voilà. Donc on va commencer cette vidéo par les bons points, je vais faire une petite liste des bons points. Alors parmi les bons points, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver notamment la connectique de ce Raspberry Pi 2, puisqu'on a une connectique qui est assez riche. Pour vous refaire un peu le tour de la carte, on a donc le port micro USB pour l'alimentation, un port HDMI donc pour sortir l'image, hein, puisque c'est du HDMI, je crois que c'est du 1.2, un truc comme ça, donc qui vous permettra de sortir de l'image sur des écrans HDMI, par exemple une télé, c'est pour ça que c'est quand même un bon point d'avoir une prise HDMI. Il y a également la prise jack 3.5, donc qui permet de sortir du son et de la vidéo, puisque permet de sortir du RVB, enfin du RVB. On peut sortir du composite par là, je crois il me semble. Donc la prise jack, voilà, ça permet quand même d'avoir une... on peut surtout s'en servir, je trouve moi, comme prise pour avoir du son, ce qui fait que ça peut être assez pratique quand même. Et puis surtout, les points principaux, les avantages principaux de cette carte, c'est la connectique qui se trouve ici, puisqu'on a donc le port Ethernet, donc j'en parlerai un petit peu dans les points négatifs justement de ce port Ethernet, et les surtout 4 ports USB 2.0. Alors ça, les 4 ports USB 2.0, c'est un bon point, puisque ça vous permet de... parce que notamment avec par rapport aux anciennes versions, parce que vous pouvez brancher donc un clavier, une souris, et puis il vous reste encore 2 ports USB pour brancher par exemple, je sais pas moi, une clé USB et puis quelque chose d'autre. Donc c'est assez pratique d'avoir 4 ports USB, ça permet de pas être bridé et puis de pas avoir finalement d'ennui, parce que c'est vrai que les premières versions, je crois, avec 1 ou 2 ports USB, vous branchez clavier souris et puis voilà, c'est plein. Et puis vous pourrez avoir un 5e port USB par les prises GPIO. Il est possible en utilisant les 4 premières branches, enfin les 5 premières branches, de rattraper, en faisant un peu de bricolage, d'arriver à avoir une autre prise USB. Donc ça peut être pas mal pour avoir un connecteur USB interne par exemple, ça peut être sympa. Justement les prises GPIO c'est un des autres points, donc on a 40 pins ici sur le Raspberry Pi B+, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3. Donc c'est un bon point également parce que ça vous permettra de faire des choses, notamment pour faire de la programmation, par exemple si vous faites de la programmation de la robotique ou même en domotique, ça peut servir. Donc le GPIO c'est un point très pratique de ce Raspberry Pi. Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc ça permettra, comme j'ai dit, d'utiliser votre Raspberry Pi un peu comme une carte Arduino. Vous pouvez, en faisant un peu de code, vous pouvez ensuite faire clignoter, enfin allumer des LED, des moteurs, par exemple pour faire de la programmation pour un robot, vous pouvez faire un petit robot avec, en programmant moteur, tout le bazar. Et il existe également, l'avantage de ces GPIO, c'est qu'il existe également des modules ensuite que l'on peut mettre par-dessus. Donc des modules, des cartes de puissance par exemple, pour faire tourner des moteurs, ce genre de choses, des cartes pour connecter un écran, des cartes pour avoir des ports USB supplémentaires, des cartes pour faire plein de choses. Il existe pas mal de modèles de cartes en fait, qui viennent se brancher ici et qui viennent ensuite communiquer avec le reste du Raspberry Pi. Donc le fait d'avoir ces 40 pins, donc le fameux GPIO, c'est un bon point. Ensuite, un autre bon point également qu'on peut trouver, ce sont les deux prises qui se trouvent ici, la prise display et la prise caméra qui se trouve là, qui permettent de connecter les accessoires officiels en fait du Raspberry Pi. Donc c'est-à-dire un écran, vous pouvez avoir un écran qui se met par cette prise là, et une webcam, une caméra. Donc c'est assez pratique d'avoir des ports comme ça directement en interne, notamment si vous voulez faire des petits montages, ouais, des petits bricolages, d'avoir ces prises directement en interne et de ne pas être obligé de passer forcément, par exemple si vous branchez une webcam, forcément par les prises USB, c'est un bon point. Justement, on va parler encore une fois un peu de ces prises, puisque un autre avantage, et ça c'est un avantage qui est plus dans le design de la carte, c'est d'avoir mis justement tous les connecteurs finalement USB et tout bazar sur seulement deux faces. C'est-à-dire que vous avez que ces deux faces. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire le schéma, mais en gros, voilà, vous avez que ces deux faces qui utilisent des prises en tout genre. C'est que si vous voulez intégrer votre Raspberry Pi dans un boîtier par exemple, eh bien vous pouvez mettre donc toutes les prises dans l'angle, vous percez ensuite pour que les prises USB, Ethernet et tout le bazar puissent ressortir du boîtier, pour brancher ça depuis l'extérieur, et du coup ça vous laisse les deux autres faces pour finalement moduler la taille de votre boîtier, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que en gros le problème c'est que s'ils avaient mis, et je crois que c'était le cas également des premiers modèles de Raspberry Pi, s'ils avaient mis par exemple des prises USB là et la prise Ethernet là, bah, ça veut dire que vous serez limité à un boîtier qui fasse pile la largeur du
du Raspberry Pi, ou alors autrement il faudrait condamner les ports USB ou les déporter, je sais pas trop quoi. Donc c'est assez pratique d'avoir mis sur deux faces, puisque quand vous faites des boîtiers rectangulaires, carrés et tout, bah, ça vous permet justement de moduler la taille du restant de votre boîtier, et ça c'est un bon point. Je trouve que voilà, c'est dans le design, ça a été fait, et c'est plutôt pas mal, c'est intelligent je trouve, et ce serait bien qu'ils gardent encore cette technique. Donc ensuite, un autre bon point, c'est, enfin un point qui, on va dire un peu plus mitigé, je vais le mettre quand même dans les bons points, c'est notamment au niveau de ce qui est des performances. Donc le SoC, premièrement, on va commencer, donc le SoC, le processeur si vous voulez, est plutôt pas mal, c'était une bonne surprise je trouve, puisqu'au niveau des performances, il se démerde plutôt bien. Vous pourrez donc sans problème l'utiliser comme PC. Ça c'est clair avec le Raspberry Pi 2, c'est encore mieux maintenant avec le Raspberry Pi 3 puisqu'il est encore un petit peu plus performant, mais par exemple pour un petit PC, pour juste faire de la bureautique, du traitement de texte, pour faire par exemple de l'internet, même naviguer sur internet, là il s'en sort plutôt bien, et franchement j'étais bien surpris par ce SoC, il s'en tire plutôt pas mal. On a un système, alors en plus comme le système est stocké sur la carte SD, enfin la carte SD, la carte micro SD qui se trouve ici, donc pareil vous pouvez mettre une carte SD de la taille que vous voulez. Bah, l'avantage c'est que ça va du coup assez vite, par exemple le démarrage, j'ai testé donc pas mal de distributions et de systèmes d'exploitation pour le Raspberry Pi, et un point qu'on peut retrouver la plupart du temps c'est le démarrage du système qui est finalement assez rapide. C'est-à-dire que voilà, contrairement à ça démarre aussi vite finalement qu'un PC, aujourd'hui avec un SSD et tout le bazar. Je vois. Par exemple la distribution la plus courante c'est vous avez Debian, Raspbian, enfin je sais pas comment vous voulez prononcer, soit Debian, Raspbian, soit Raspbian et Debian, comme vous voulez, qui sont des distributions donc officielles un peu du Raspberry Pi qui sont plutôt pas mal pour les avoir testés. Et par exemple vous démarrez avec ce genre de distribution, vous démarrez en, je sais pas moi, après avoir branché le Raspberry Pi en 5 à 10 secondes, vous êtes arrivé, quoi. Vous êtes prêt à continuer à l'utiliser. Donc c'est plutôt un bon point, la performance sont pas si mauvaises que ça. On peut également citer dans les bons points le fait qu'on ait 1 Go de RAM, ce qui fait que la RAM est quasiment insaturable, je veux dire pour des usages courants, voilà, du moment où vous ne pouvez pas faire de votre Raspberry Pi une bête de course, enfin voilà, faut pas vouloir l'utiliser comme on utiliserait son PC de tous les jours, mais voilà, par exemple pour aller naviguer sur internet et tout le bazar, les 1 Go de RAM sont largement suffisants. J'ai fait voilà, quelques petits tests et tout, franchement pour saturer les 1 Go de RAM avec les distributions les plus courantes et les usages les plus courants, vous n'êtes pas prêt de les saturer, quoi. Voilà, donc bon, c'était un peu les points positifs. On peut également rajouter éventuellement le fait que ce soit quand même une taille extrêmement compacte, je sais pas si j'ai une règle qui traîne dans le coin, mais on a une taille qui fait, enfin une taille qui fait, on est à moins de 9 cm quoi, de long, ce qui fait c'est quand même quelque chose de très compact pour un PC entier quoi, c'est franchement pas mal. Bon, maintenant on va aborder un peu malheureusement les points négatifs, parce que il y en a, il y en a quelques-uns. Parmi les points négatifs, on pourra mettre la puissance du SoC justement. C'est un point positif pour la plupart des usages, sauf quand vous voulez justement faire des usages lourds, enfin des usages où vous avez besoin de beaucoup de puissance. Là voilà, vous arrivez quand même assez vite à ces limites. Il y a également des petits problèmes de fluidité, par exemple, lorsque vous faites défiler une page web, on peut voir que c'est des fois assez saccadé. Bon, c'est pas forcément le SoC uniquement qui est... Enfin, le SoC n'est pas forcément le seul à causer ce problème, mais par exemple, quand vous scrollez avec une page web, on peut voir que des fois c'est quand même un peu saccadé. Parmi les problèmes également qu'on peut rajouter, c'est le fait que ce Raspberry Pi 2, et c'est le cas également du Raspberry Pi 3 je crois, ne gère que l'Ethernet 10 et 100 mégabits seconde, c'est-à-dire qu'il n'a pas le gigabit Ethernet. Et ça c'est un problème, parce que pour une carte comme ça qui peut notamment être destinée à servir de petits serveurs web, de serveurs NAS ou ce genre de choses, le fait de ne pas gérer le gigabit Ethernet c'est quand même un peu bête je trouve. Ça le limite, ça le bride, c'est vrai par exemple vous pouvez faire un petit serveur internet, ce sera un des points bridants à tenir, enfin auquel il faudra tenir en compte, parce que voilà, ça peut brider. D'ailleurs ça va de pair un peu avec le SoC, si vous voulez faire un serveur internet par exemple, je parle de ça par exemple pour héberger un site internet, puisqu'on m'a demandé également ça en commentaire, c'est quand même un peu limite. Franchement, ça peut le faire, il n'y a pas de problème, mais il faudra vraiment que ce soit un petit site internet, qui soit pas un site internet trop lourd, donc pour justement éviter de saturer le gigabit, enfin la gigabit non justement, pour éviter de saturer l'Ethernet, c'est-à-dire que si vous avez 30 personnes qui demandent en même temps une page internet, là vous risquez ça va faire ramer quoi, tout simplement votre site charger un peu lentement, donc il pourra accueillir des sites, à condition que ce soit des petits sites,
internet. Et si vous voulez faire un site internet vraiment qui a un site internet qui a un peu d'importance, quoi, ou un blog un peu qui aura sûrement un peu de, comment dire, de fréquentation, quoi, que ce sera un blog assez demandé, je vous conseille d'utiliser carrément un vrai PC, un PC, même un vieux PC, mais je veux dire, voilà, ça a la puissance d'un processeur d'un processeur PC d'il y a une bonne dizaine d'années, oui, 10-15 ans. Donc voilà, il ne faudra pas en attendre des miracles. Mais par contre, la RAM, encore une fois, voilà, justement, l'histoire des 1 Go de RAM, en tant que serveur internet, ça pourra peut-être éventuellement vous brider dans certains cas, mais voilà, c'est vraiment des usages un peu particuliers. Donc oui, je disais donc, la prise Ethernet, ça c'est quelque chose qui est quand même assez bridant, hein, le fait de ne gérer que comment dire, que le 100 mégabits Ethernet, c'est quand même un petit peu dommage. Point négatif également qu'on peut rajouter, c'est le fait que les ports USB, on en a 4, mais justement c'est à la fois un point positif, mais également un point négatif, parce que lorsque vous branchez beaucoup de périphériques, c'est-à-dire clavier, plus souris, plus clé USB, plus par exemple webcam, bah, le risque c'est de les saturer. Alors pas en débit, c'est-à-dire pas en débit de données, mais en puissance, parce qu'on est limité voilà, par la puissance électrique, il ne faudra pas des appareils qui consomment de trop, ça c'est un petit point négatif également qu'on peut trouver. Donc il faudra faire gaffe, hein. Si vous branchez clavier, moi je sais par expérience que clavier, souris, clé USB, ça passe largement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous branchez par exemple une manette en plus, là il faudra peut-être faire gaffe. Voilà, donc on peut également trouver dans les points négatifs le fait que le GPIO n'est pas aussi programmable que celui d'un Arduino. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser toutes les broches, parce que parmi les broches, donc les 40 broches qu'il y a ici, il y en a une partie donc, qui sont des broches de négatifs, donc déjà ils ne sont pas forcément utilisables pour faire de la programmation voilà, de robotique par exemple, et puis il y en a beaucoup également qui sont des broches de données, qui servent uniquement quand vous mettez des cartes d'extension et que vous ne pouvez pas finalement utiliser pour programmer comme on le fait avec du Arduino, où on peut utiliser toutes les broches pour envoyer du signal. Donc il faudra faire gaffe. Donc pour de la programmation pure, enfin de la programmation pure, des gens voilà, qui font de la robotique, qui font... Si vous êtes actuellement avec du Arduino et que vous utilisez beaucoup votre Arduino, vous utilisez beaucoup de broches et tout le bazar, utiliser le Raspberry Pi comme ça, ce sera peut-être un petit peu bridant pour vous. Si vous utilisez par exemple, je sais pas moi, 30 broches dans un projet, vous avez besoin de 30 pins dans un projet, sachez que vous ne pourrez pas utiliser 30 sur cette carte-là. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais autrement, on peut toujours utiliser des cartes d'extension. Donc voilà, pour les points négatifs, je pense que c'est à peu près tout, hein, parce que bon, les performances sont pas extrêmes, mais elles sont quand même déjà pas mal. Voilà, un petit point également négatif, enfin un point plutôt, il faut faire attention, c'est la chauffe du soc. Le soc n'a pas tendance à chauffer et à surchauffer, mais il a tendance quand même à monter en température, on va dire. Et faudra se faire gaffe dans des usages, par exemple si vous utilisez votre Raspberry Pi comme émulateur de console de jeu, par exemple, voilà, pour vous brancher sous votre télé pour émuler des consoles de jeu et faire du rétro gaming, par exemple, bah, si vous jouez pendant des heures, il faudra faire gaffe à la température du soc. Après, c'est un problème qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il suffit d'acheter sur eBay un petit dissipateur à coller sur le soc qui vaut 20 centimes, et puis le problème sera réglé, quoi. Donc c'est un petit problème, quoi, facile à régler. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour des problèmes. Je vais parler un peu maintenant du Raspberry Pi en général. Donc, moi je trouve que c'est plutôt une bonne carte. Ça dépendra encore une fois de ce que vous souhaitez faire avec. Par exemple, moi j'ai pas forcément d'objectif précis. Par exemple, avec quoi je m'en sers, enfin, quels sont mes usages du Raspberry Pi? Je m'en sers donc pour mettre mes vidéos en ligne. Cette vidéo sera sûrement mise en ligne avec. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas, enfin j'ai pas de boîtier avec parce que je le trimballe quand même un peu partout. Enfin voilà, il a tendance à bouger, il n'a pas d'endroit fixe, mais je m'en sers pour mettre mes vidéos en ligne. Donc là, bon, le fait que ce soit que du 100 mégabits Ethernet, c'est pas bridant, puisque de toute façon ma connexion en upload est plus limitée que ça, donc là c'est pas un problème. Mais voilà, pour mettre mes vidéos en ligne, par exemple, là c'est largement suffisant. Pour aller sur internet, ça suffit également. Pour faire de l'émulation de vieilles consoles de jeux, ça marche aussi extrêmement bien. Là où il sera peut-être un petit peu bridant, où il sera, oui, un peu dans ses limites, c'est lorsque vous allez faire un serveur NAS, notamment à cause de l'histoire, donc justement du gigabit Ethernet, et les serveurs web. J'ai, bon, pas fait de serveur web spécialement, mais j'ai utilisé un petit peu comme serveur et tout, et serveur local et tout, mais voilà, pour des projets et tout, c'est quand même un petit peu limite. Il faudra faire gaffe à, voilà, comme je disais, pas utiliser voilà, utiliser un blog ou un site web qui est vraiment très léger, soit passer à quelque chose de plus costaud que ça. Voilà, voilà, donc j'ai fini. Bon, le Raspberry Pi 3, lui, il amène pas grand chose de plus, hein, il amène tout simplement une gestion du Wi-Fi et du Bluetooth, hein, tout simplement, et un SoC un petit peu plus performant. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard sur cette chaîne, si j'en achète un. Donc voilà, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine.